Parce que donc on a connu la Grèce comme plutôt un corridor où les migrants transitaient pour ensuite rejoindre la Macédoine et puis l'Autriche, l'Allemagne et les autres pays européens. Ça c'était jusqu'en novembre 2015. En novembre 2015, cet corridor qui était défini les corridors Balkans a commencé à être semi-fermé, avec une autorisation des passages que pour les Syriens, les Irakiens, les Afghans et toutes les autres nationalités étaient interdits des passages à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et fermeture totale de la frontière entre la Macédoine et la Grèce autour des fin janvier-février 2016. Donc à ce moment-là, l'accord n'était pas encore en application. Erdogan ne s'est engagé pas autant à fermer ses frontières, à se contrôler ses frontières. Donc, il y avait des arrivées assez constantes sur les îles et les procédures étaient toujours la même. C'est enregistré, même avec des longueurs de temps, sur les îles, puis ensuite être transféré dans la péninsule. Cet passage a fait que tout d'un coup, on s'est trouvé entre février et mars, les 20 mars 2016, avec 5 000 personnes qui sont trouvées dans un vrai lambe, dans un vrai purgatoire, disons, parce qu'ils pouvaient pas du tout avancer. Ils restaient bloqués en Grèce, tout en sachant qu'ils voulaient pas du tout rester en Grèce, parce que leur objectif c'était, la plupart c'était des personnes qui avaient des familles, des membres de leur famille déjà dans d'autres pays européens, donc leur volonté c'était de quitter la Grèce. Donc ces 60 000 personnes étaient éparpillées en deux typologies de camps. D'un côté des camps informels, puisque dans leur idée la volonté était claire d'essayer et d'espérer que cette frontière avec la Macédoine un jour à l'autre allait s'ouvrir, donc les fameux camps d'Idomeni, où on a eu un pic de présence jusqu'à 12 000 personnes. Un autre camp informel s'est créé au port du Pirée à Athènes, et ensuite les gouvernements grecs, sous la pression de l'Union européenne, s'est transformé d'un jour à l'autre a dû se transformer d'un jour à l'autre en un pays d'accueil. Donc ils ont été ouverts nombreuses places d'accueil, bien sûr fait d'un jour à l'autre. Cela s'est transformé en un accueil qui consistait, par exemple à Elleniko, un centre que j'ai pu visiter, c'était l'ancien aéroport avec des tentes dedans. À côté, il y avait l'ancien stade de football avec des tentes dedans. 5 000 personnes, couplé aussi au fait que les gouvernements grecs n'avaient pas de possibilités, puisqu'il y a un mémorandum avec l'Union européenne, d'embaucher des gens avec 3 personnes qui coordonnaient des centres de 5 000 personnes, qui en plus, avec vraiment des conditions assez dur à niveau d'hygiène, souvent aussi des manques d'électricité. Donc voilà, des conditions aussi dans les camps formels d'accueil assez compliquées. Arrive les 20 mars, je vais pas trop me prolonger sur la question des hotspots et des recours qui ont été faits parce que Vicky va en parler. En tout cas, le gouvernement grec fait un changement de sa loi d'asile pour arriver à une procédure rapide de l'analyse des demandes d'asile pour accélérer les processus dans le cadre de l'accord avec la Turquie. Donc les migrants sont obligés s'enregistrer dans les autres spots utiles de l'Union européenne, instruments de l'Union européenne dans les îles grecques et d'ailleurs aussi en Italie. Et donc, nous voyons un vrai blocage. Donc, nous voyons deux mondes. La Grèce est séparée entre ceux qui sont sur les îles et qui donc tombent sous l'effet que toute personne doit essayer d'être renvoyée en Turquie. Puis nous voyons les 60 000 qui sont coincés sur la péninsule et sur les territoires grecs. Pour ces personnes-là, donc la plupart, c'est dans l'espoir d'une sortie, parce qu'il y a aussi deux problématiques assez réelles. D'un côté, l'effet qu'il y a pratiquement impossibilité d'accéder à s'enregistrer pour l'asile. Et ça, c'est assez évident. Il y a, par exemple, 1 heure par jour, 1 heure par semaine par nationalité pour s'enregistrer à l'asile. Donc, vraiment une difficulté réelle, un manque... Voilà, et un manque réel d'accéder au système d'asile. Et pour ce qui concerne la relocalisation, c'est encore pire, ça se passe par Skype. Donc, ils passent des jours entiers à s'accrocher sur Skype pour avoir un rendez-vous. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu avoir un rendez-vous. Et même s'ils ont un rendez-vous, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de connexion. Donc, 60 000 personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir si ce n'est pas payant, et je terminerai par ça, qui n'ont pas
les droits d'accéder à la relocalisation qui est d'ailleurs assez absurde parce que, vous savez, des 160 000 places proposées, qui devaient être proposées par les États membres, nous sommes à 7 000. De ces 7 000, il y en a 2 pays qui ont proposé, outre la France, autour des 1000 places, c'est la Roumanie et la Bulgarie, donc forcément pas des pays de destination. Donc un système qui ne marche absolument pas et qui est vraiment assez inutile parce qu'en plus ne marche pas et en plus les personnes ne veulent pas rentrer dans cette procédure. Difficulté aussi de faire valoir les liens familiaux, donc vraiment difficulté d'accéder à simplement des personnes qui peuvent faire valoir leurs droits. Et donc cette frontière macédonienne qui reste fermée. Dernière en date, le 23 mai, les gouvernements grecs annoncent l'évacuation du camp d'Idomeni. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette évacuation parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Calais. Donc on a annoncé la résolution du problème avec l'évacuation du camp d'Idomeni, où il y avait autour de 8000 personnes les jours de l'évacuation. La veille, tout le monde, ceux qui voulaient pas, parce que la solution donnée, c'était d'aller dans les fameux centres d'accueil perdus dans des no-man's-land, de la banlieue de Thessalonique ou Athènes, sans eau, sans électricité. L'alternative, donc, a été choisie par les migrants même. Donc, dans la nuit, ils sont allés dans des campements informels tout autour de la région d'Idomeni ou dans les montagnes. Donc, reste encore plusieurs milliers de personnes qui restent dans la région d'Idomeni. Mais bon, la publicité est faite puisque les camions ont été évacués, avec bien sûr des conditions beaucoup plus vulnérables de ce qu'il y avait déjà assez tragiques dans les camps d'Idomeni. Donc, vraiment exactement ce qu'on voit depuis 10 ans à Calais, reproduit à Idomeni, d'autant plus qu'il y a eu vraiment aussi une forme de... l'évacuation s'est passée pacifiquement, mais cette obligation des volontaires qui étaient là depuis des mois à partir et quitter les lieux avant l'évacuation, puisque la télévision grecque avait le droit d'être présent lors de l'évacuation, c'était aussi vécu de façon assez violente. Donc, et là, dans mon dernière minute, donc il y a ces mondes qui restent, donc 7500 personnes dont la demande d'asile en procédure sur les îles. Et je pense que aussi les personnes qui étaient sur les îles par les JC peuvent mieux compléter. Et c'est 60 000 personnes qui restent sur la péninsule. Quelle est la voie de sortie actuelle? C'est des payer. C'est des faux papiers par avion coûtent autour des 4 000, 5 000 euros. La route terrestre, et je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, on essaie de comprendre par où ça passe en payant. Bien sûr, tu payes 2 000 euros, du coup, tu payes chaque passage des frontières, les policiers. Du coup, d'un coup, c'est plus la Serbie, c'est la Hongrie. Parce que bien sûr, il y a un beau mur, mais quand on paye, on peut passer. Donc, ça passe par l'Hongrie et puis ça rentre. Et sinon, cette nouvelle route qui commence à s'ouvrir, qui est d'ailleurs assez ancienne, qui est celle des îles des Crêtes vers l'Italie. Qui a d'ailleurs produit une tragique naufrage il y a quelques jours où un bateau de 700 personnes a chaviré et donc il y a eu en plus un partage entre les personnes qui ont été certains aussi ramenés dans des pays pas sûrs. Donc voilà, c'est vraiment une problématique parce que il y a une tentative continue puisqu'il n'y a aucune futur pour eux en Grèce qui s'annonce et à la fois vraiment cette difficulté de sortie tout en sachant que dans cette population-là, les 40% sont des petits-enfants, des enfants, donc aussi avec des difficultés de passage par la voie terrestre. Dans tout cela, donc, je parlais des camps formels, des camps informels, il y a aussi des réalités autres associatives de solidarité, mais ça, c'est Vicky qui va en parler. Merci, Sarah. Oui. Bonsoir. Merci à tous et à toutes, et plus particulièrement un grand merci à Isabelle et à la section, à Isabelle, à tout le monde, à tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée soit possible. Et merci aussi à Claude pour son amicale médiation. Et je suis très heureuse d'être ici parmi vous et de parler après nos amis turcs à qui je tiens à dire haut et fort mon entière solidarité et mon admiration pour leur courage. Voilà. Je vais traiter très rapidement 2 points d'un sujet qui mériterait une réunion en part entière, en les répartissant conformément, si vous voulez, à la double question du titre de notre réunion. Quelle situation, quelle solidarité? Les premiers points concernent les rôles des commissions de recours ou d'appel dans le traitement des demandes d'asile de ceux qui sont arrivés après le 20 mars et qui sont susceptibles donc d'être renvoyés, moi je dirais même déportés vers la Turquie.
Le deuxième point concerne le changement d'orientation et même de nature des mouvements de solidarité face à la nouvelle situation créée à partir de la fermeture du couloir balkanique et de l'accord du 18 mars. Sur les commissions des recours, un point d'information, il faudrait savoir d'abord qu'il ne s'agit pas du tout des cours d'appel, mais ce sont des commissions tripartites qui ont été mises en place dans un premier temps, justement, afin de traiter les milliers de demandes d'asile, qui est un dysfonctionnement notoire de l'Office grec pour l'asile, avait laissé en rade pendant des années et des années. Et une fois l'accord signé, ou plutôt conclu, avec la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie, le gouvernement grec a chargé ces commissions, en plus avec le traitement des appels, des demandes rejetées des arrivants dès l'après 20 mars. Ces comités, donc, sont composés par un fonctionnaire de l'État grec, souvent venant du ministère de l'Immigration, un membre qui est désigné par le Comité national pour les droits de l'homme, qui est un organisme consultatif indépendant, et plus un membre désigné par le Haut Commissariat aux réfugiés, les trois étant choisis en fonction de leurs compétences en termes de juridiction concernant les droits des migrants. Jusqu'ici, comme vous l'avez dit, Claudia, la presse, la quasi-totalité des appels avait été acceptée par ces commissions qui avaient jugé justement les demandes d'asile déposées par les migrants, les réfugiés plutôt, arrivés après le 20 mars, recevables, c'est-à-dire devant être traités en Grèce même et non pas en Turquie, qui était considéré comme un pays pas sûr, pas suffisamment sûr pour eux. Tout récemment, nous avons eu justement les deux premiers cas des Syriens qui devaient être expulsés en Turquie après le rejet de leur demande en première et deuxième instance, et leur expulsion est imminente. Donc, si vous êtes d'accord, moi je peux vous envoyer les liens pour un appel urgent lancé par la section grecque d'Amnesty International. C'est en grec, mais je vous dis que c'est juste un appel adressé aux autorités grecques et au ministère de l'immigration pour stopper justement leur l'expulsion de ces deux Syriens qui est imminente et pour que leur demande soit examinée en grec. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que l'appel est uniquement en grec. Voilà. Donc, il faut savoir que jusqu'à maintenant, comme il a dit, Claudia l'a dit, à peu près 100 demandes d'asile ont été jugées irrécevables en première instance. Et parmi ces demandes d'asile, il y a eu rejeté, parmi ces déboutés, excusez-moi, il y a eu 98 appels, 32 ont été traités jusqu'à maintenant, 30 appels ont reçu un avis favorable, tandis que 2, comme on l'a dit, c'est de 2 Syriens dont on a parlé, ont été rejetés. Jusqu'à maintenant, et indépendamment de cette procédure-là, 18 Syriens ont été déjà déportés en Turquie, mais ceux-là n'avaient pas déposé de demande d'asile ou n'avaient pas eu la possibilité et l'occasion de déposer une demande d'asile. Nous savons que parmi ces Syriens, il y a eu 12 qui ont été soi-disant portés volontaires pour ce retour en Turquie, désirant rejoindre leur famille qui était restée là-bas. Et ceux-là, ils ont été détenus pendant 1 mois à peu près, dans des conditions déplorables, à un centre de détention très éloigné, au sud du pays, à un endroit qui s'appelle, excusez-moi pour l'accent, Düzce. Oui, Düzce, voilà. Et ils n'ont été libérés que le 20 mai, après une campagne internationale en leur faveur. Donc, il faut savoir aussi que depuis le début de l'année et jusqu'au 20 mai, 1048 personnes en situation irrégulière, entre guillemets, ont été renvoyées à la Turquie dans le cadre d'un accord préexistant, de l'accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie, un accord déjà préexistant, et 441 autres y ont été renvoyés dans le cadre de l'accord Union européenne-Turquie.
Ça, je l'ai dit, car il ne faudrait pas oublier que parallèlement aux déportations dans le cadre de l'accord de la honte entre l'Union européenne et Turquie, et qui attire plus particulièrement notre attention, il y a les expulsions à Evros, qui se passent à Evros, des Pakistanais, des Nord-Africains et d'autres nationalités, des Afghans aussi, qui continuent bon train dans un silence radio total. Voilà. Donc, j'en viens un peu au cas de deux Syriens qui nous importent, bien entendu, pour leur sort, mais aussi parce que c'est un cas emblématique sur la question de la soi-disant efficacité de l'accord. Est-ce qu'il va marcher ou pas? Voilà. Donc, ces deux Syriens qui ont eu le malheur, comme ça a été dit, de travailler plus ou moins longtemps en Turquie. Le premier, c'est un homme de 46 ans dont l'homosexualité a été mise en doute par les fonctionnaires européens sur les motifs qu'il n'a pas su désigner les couleurs des drapeaux en arc-en-ciel. Bon, tenez-vous bien. Hein. Cet homme-là, comme l'a dit Claudia, dit avoir quitté la Turquie après avoir reçu des menaces d'un groupe armé de Daesh. Et c'est cet homme-là qui est sur le point d'être expulsé, détenu dans un commissariat à Lesbos. Le deuxième est un chrétien d'origine arménienne et pour les deux, il y a eu des avocats qui se sont mobilisés et qui ont fait des appels auprès des instances nationaux et internationaux. Mais ces appels de leur rejet de leur recours en deuxième instance ne sont pas suspensifs. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, ils peuvent être expulsés en cours de traitement de leur appel dans un tribunal. Donc, ces décisions, décision récente de la commission des recours intervient après une période où il y a eu des pressions politiques très importantes qui ont été exercées sur les membres des commissions des recours pour qu'ils appliquent quasi automatiquement les clauses de l'accord sans souci pour les droits des migrants. Donc, et il y a 4 jours, il y a eu un article des Wall Street Journal daté du 3 juin qui relate que le gouvernement grec compte justement revoir complètement la composition des commissions de recours qui, à ses yeux, aux yeux du gouvernement grec, sont trop regardantes au niveau des droits et peu disposées d'appliquer aveuglément l'accord. Et le gouvernement se proposerait de remplacer certaines, voire la totalité des membres des commissions par des magistrats, pas forcément au point sur la question de législation concernant les migrants et les réfugiés. Et je rappelle ici aussi que la justice grecque ne brille pas par sa promptitude à défendre les droits des migrants. Et ça, nous le savons, car pendant les années noires 2010 et 2012, lorsqu'il y a eu de véritables chasses à l'étranger, voire des pogroms dans certains quartiers d'Athènes où l'aube dorée faisait loi, les parquets ne s'est pas beaucoup inquiétés quand même de ce qui s'est passé là. Donc, les autorités grecques sont prises de panique, en quelque sorte, actuellement, devant un éventuel échec, entre guillemets, de l'accord Union européenne-Turquie. Et c'est pour ça qu'ils sont disposés de confectionner à leur guise des commissions prêtes à appliquer sans re-signer l'accord du 18 mars. Donc, et j'en viens quand même au deuxième point sur les solidarités aujourd'hui, car malgré et contre la situation désespérante des réfugiés actuellement en Grèce, l'élan de solidarité d'une grande partie de la société n'est pas complètement tari. Et faudrait-il rappeler ici que quand même plus qu'un Grec sur 2 a soutenu matériellement et même activement par une implication personnelle des réfugiés pendant l'été 2015 et jusqu'à la fermeture des frontières au mois de février. Et il faut, certes, la solidarité n'a plus la même ampleur et forcément elle a changé d'orientation pour s'adapter à la situation nouvelle d'aujourd'hui, car aujourd'hui il ne faut donc plus sauver, secourir, soutenir et aider pour la poursuite du voyage, mais organiser en quelque sorte le vivre ensemble sur place. C'est qu'il ne manque pas, vous imaginez bien, de créer quelques tensions et des réactions parfois hostiles, surtout au nord de la Grèce, où se trouve la plus grande partie des réfugiés en transit vers nulle part. Cependant, plusieurs initiatives ont lieu qui ne se contentent pas de revendiquer
des droits des réfugiés, mais tente de leur donner une forme concrète, de les réaliser en quelque sorte en acte. Parmi celles-ci, il y a 2 lieux d'accueil qui sous la forme de squats autogérés pour migrants en plein centre-ville d'Athènes. Il y en a actuellement au moins 6, dont le plus récent est City Plaza, un hôtel fermé depuis 7 ans, qui depuis 2 mois est occupé par des solidaires grecs, mais des solidaires aussi immigrés et réfugiés déjà installés au pays, et qui offre un logement décent quand même aux réfugiés. Et ce qui est très intéressant dans cette initiative est que plusieurs solidaires ne se contentent pas de soutenir, d'y aller pour soutenir les migrants, mais y habitent aussi en partageant ainsi leur quotidien. Et un autre trait qui mérite notre attention, c'est le fait que l'hôtel est situé dans un quartier où habitent beaucoup de migrants déjà installés en Grèce et dont et parmi ces migrants, plusieurs soutiennent l'initiative et même certains ont participé dès le début au squat. C'est-à-dire, en quelque sorte, un arc très large de solidarité s'esquisse où citoyens grecs et étrangers résidant en Grèce s'associent à des réfugiés pour organiser le vivre ensemble dans un monde commun. Mais il ne faudrait pas oublier non plus qu'avant City Plaza, il y a eu d'autres squats, dont celui de la rue Notara Exarchia, exemplaire en termes d'auto-organisation. Donc, comme je vous ai dit, il y aurait actuellement à Athènes et aux alentours au moins 6 initiatives de cet ordre.